RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Le texte de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sera paraphé à ce 19 juin aux États-Unis sous l'égide de l'administration Trump. Ce texte comprend des dispositions, notamment le respect de l'intégrité territoriale, l'accès humanitaire et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. L'élection du président de la Cour constitutionnelle sera organisée le 20 juin dans des conditions prévues par les dispositions des articles 12 et 15 du règlement intérieur. À ce jour, le premier mandat de l'actuel président de la Cour constitutionnelle investi le 22 juin 2022 arrive à son terme. Le 19 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la drépanocytose, appelée aussi anémie falciforme. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Les statistiques sanitaires révèlent qu'environ plus de 300 000 naissances par an dans le monde sont concernées par cette maladie. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont paraphé mercredi 18 juin 2025 le texte d'un accord de paix entre les deux pays. Cette annonce a été faite par le département d'État américain. D'après le communiqué, cet accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali sera formellement signé sous l'égide de l'administration Trump lors d'une réunion ministérielle prévue le 27 juin prochain. Ce texte comprend plusieurs dispositions, notamment le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, le désengagement, pour ne citer que ça. La République démocratique du Congo se prépare à occuper la présidence rotative de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. À cette occasion, la première ministre a reçu en audience l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la CIRGL en mission à Kinshasa, avec sa délégation pour préparer la tenue de ces assises avec les autorités congolaises. Le secrétaire exécutif a été conduit auprès de la chef du gouvernement par la ministre de l'intégration régionale. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, les détails dans ce reportage d'André Ikoma. Au cours de ces échanges, Joao Samuel Kaholo, secrétaire exécutif, a exprimé sa gratitude envers la première ministre pour son soutien aux initiatives de la CIRGL. Il a présenté le rapport de travaux préparatoires du 9e sommet avec le ministre de l'intégration régionale et d'autres services concernés. La date proposée pour le sommet est en juillet, mais la confirmation revient au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire exécutif a salué l'engagement de Kinshasa dans la contribution à la CIRGL depuis 2024 et a sollicité un appui financier pour 2025. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, a indiqué que les discussions avec la délégation de la CIRGL ont duré 3 jours. Un rapport a été présenté au président Félix Tshisekedi. La CIRGL soutient la RDC dans ses efforts pour restaurer la paix dans l'est de la RDC et à mettre fin à l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Depuis hier, aujourd'hui, nous sommes venus rendre compte à son Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement. Et il a été clairement confirmé par le secrétaire exécutif de son appui et la détermination de l'organisation pour accompagner la République démocratique du Congo face à cette cœur d'agression
qui nous est imposée par le Rwanda avec ce supplétif du M23. La première ministre a souligné l'importance de soutenir le mécanisme de la CIRGL, considéré comme un outil clé pour la paix régionale. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer le mécanisme pour le développement de la région. Judith Soumino-Tuluka, en tant que coordinatrice de l'action gouvernementale, continue à œuvrer pour la paix de la région de Grand Lac, estimant qu'il faut laisser battre le Grand Congo avec force et courage. Le système de santé s'est considérablement dégradé à l'est de la RDC suite à la guerre d'agression qui s'y déroule. L'alerte a été lancée à Kinshasa par le Comité international de la Croix-Rouge qui a mené une étude à ce propos entre le mois d'avril et mai 2025 dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Face à l'urgence de la situation, le chef de délégation adjoint du CICR a demandé aux bailleurs de fonds d'être sensibles à l'accroissement significatif des besoins humanitaires dans l'est de la RDC, comme nous le confirme Megui Kabembo. Le Comité international de la Croix-Rouge a mené une étude entre le mois d'avril et le mois de mai 2025. 109 centres de santé ont été ciblés dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le constat est amer. Les systèmes de santé étaient soufflés à cause de la guerre d'agression rwandaise que subit la République démocratique du Congo. L'accès aux structures de soins est restreint et dans l'entretemps, les besoins sanitaires ont fortement augmenté. Les structures de soins manquent cruellement de médicaments. L'étude révèle aujourd'hui un système de santé qui est à bout de souffle dans les Kivu. Les centres de santé peinent à traiter des pathologies courantes comme le paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées. Plus de 70% des structures de santé évaluées souffrent de rupture de stock de médicaments. L'intensification du conflit entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes AFC M23, soutenus par le Rwanda, a eu des conséquences sur le plan sanitaire. Au premier trimestre de l'année 2025, Au premier trimestre de 2025, la majorité des établissements médicaux ont noté une diminution de moitié du nombre de consultations chez les enfants de moins de 5 ans, comparé à la même période en 2024. le chef de la délégation du CICR en a profité pour interpeller tous les acteurs de ce conflit à respecter les droits humanitaires internationaux pour réduire l'impact du conflit sur le civil. Deux messages aujourd'hui très importants à véhiculer. Le premier, aux parties au conflit, il est impératif qu'elles renforcent les mesures déjà prises et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir des soins de santé aux malades, aux blessés, conformément au droit international, mais aussi de protéger les malades, les blessés, les personnes hors de combat, les infrastructures de santé et, et faciliter l'accès aux soins de santé. La communauté humanitaire reste dans l'attente de l'accomplissement de promesses des différents bailleurs afin de faire face aux nombreuses urgences du terrain. Il débutera ce vendredi 20 juin le premier congrès médical national dénommé Congrès international scientifique EANO, prévu pour 2 jours, soit du 20 au 21 juin 2025 au Palais du Peuple. Cet événement scientifique est de grande envergure, initiative de la Fondation Mutele à Kafina et l'ASBEL Fachi Santé. Cet événement scientifique a pour objectif de sensibiliser les différents médecins, les étudiants en médecine, les professionnels de santé et d'autres corps médical. Suivez ce reportage encore une fois de Megui Kabembo. Dans un contexte marqué par de nombreux défis sanitaires, la République démocratique du Congo franchit un camp important à l'organisation de la toute première édition d'un grand congrès médical national dénommé Congrès international scientifique EANO. Prévu le 20 et 21 juin 2025 au Palais du Peuple, cet événement scientifique d'envergure, initiative de la Fondation Mutele à Kafina et le Centre de diagnostic EANO en collaboration avec l'ASBEL Fachi Santé, se déroulera sous le thème principal « Les avancées scientifiques au service de la santé des populations ». Ce rendez-vous médical rassemblera les professionnels de santé, les chercheurs, les enseignants, étudiants en médecine et décideurs publics autour d'une réflexion approfondie sur les grandes pathologies qui affectent la population congolaise ainsi que sur les meilleures stratégies pour y faire face.
À travers des sessions scientifiques et des échanges entre praticiens, cette rencontre entend renforcer les connaissances médicales et proposer des réponses adaptées aux réalités locales. Plusieurs sous-thèmes seront cependant abordés au cours de ces 2 journées, entre autres les myélomes multiples avec les dernières innovations thérapeutiques, incluant triplés, quadruplés et nouvelles molécules, l'hypertension artérielle à travers les stratégies de diagnostic précoce et des traitements efficaces, ainsi que l'insuffisance rénale avec un focus sur les approches diagnostiques et les options traitement accessibles. Les pratiques discuteront également des dernières avancées de la prise en charge de l'anémie, des approches pratiques pour mieux gérer les urgences abdominales non traumatiques et des enjeux liés à la montée des maladies métaboliques en lien avec l'évolution de mode de vie. Ce congrès s'annonce comme un moment fort pour la communauté médicale congolaise, offrant une plateforme de partage de savoir, d'actualisation de compétences et de valorisation de la recherche. Il vise à renforcer la qualité des soins et à bâtir un système de santé plus créatif et plus moderne. Les travaux se dérouleront de 8h30 à 16h30 durant les 2 jours, avec une participation attendue de plusieurs centaines de professionnels venus du monde entier. Instaurée par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 2008, la Journée internationale pour l'élimination de violences sexuelles en temps de conflit est célébrée également le 19 juin de chaque année. L'Assemblée générale des Nations Unies tient à appuyer ses pays membres dans la dénonciation de la violence sexuelle utilisée comme arme de guerre avec des conséquences dévastatrices sur les individus et les communautés. Images et commentaires. Célébrer le 19 juin de chaque année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit a été instaurée par les Nations Unies pour sensibiliser le public à la violence sexuelle liée au conflit et appeler à l'action pour mettre fin à ces atrocités. La violence sexuelle en temps de conflit est une violation des droits humains et une forme de violence du genre qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Elle est souvent utilisée comme arme de guerre dans le but de terroriser, de déplacer des populations et de déstabiliser des communautés. La résolution 1820 de 2008 du Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu l'utilisation de la violence sexuelle comme une tactique de guerre et une menace pour la paix et la sécurité internationale. Cet événement, qui fait allusion à une célébration, fait référence en temps de conflit pour établir des réflexions afin d'attirer l'attention sur ce problème et pour encourager les États membres des Nations Unies à prendre des mesures pour prévenir et punir ces crimes ainsi que pour soutenir les victimes et les survivants. L'objectif de la journée est de sensibiliser le public à l'ampleur de la violence sexuelle en temps de conflit, de faire des plaidoyers pour que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice et appeler à un soutien accru pour les victimes et les survivants, notamment en matière des soins de santé, de soutien psychosocial et d'accès à la justice. Il est également important de promouvoir la prévention de la violence sexuelle en temps de conflit, notamment par l'éducation, la sensibilisation et le renforcement des lois et des institutions. Plus de 50 millions de personnes sont porteuses du trait des pranocytaires, ce qui signifie qu'elles peuvent transmettre la maladie à leurs enfants selon les chiffres clés des organisations de santé. Une manière pour ces structures, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, de sensibiliser en cette journée mondiale de la drépanocytose, à célébrer ce 19 juin sur cette maladie génétique du sang qui affecte des millions de personnes à travers l'humanité. Suivez ce reportage. L'initiative de la Journée mondiale de la drépanocytose est née de la mobilisation d'organisations de santé et des pays particulièrement touchés, notamment en Afrique, en Inde, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, pour faire reconnaître cette maladie et promouvoir des actions en faveur du dépistage, de la prévention et de l'accès aux soins. Parmi les objectifs de cet événement, la sensibilisation au grand public et aux décideurs aux conséquences de la drépanocytose. La célébration vise également à encourager le dépistage précoce
qui permet une meilleure prise en charge des patients dès la naissance. Les organisations de santé profitent de cette occasion pour plaider en faveur d'un accès équitable au traitement et pour soutenir la recherche médicale, enfin mettre en avant l'importance de la solidarité envers les malades et leurs familles. Des chiffres clés marquant cet événement, on peut noter que la drépanocytose, cette maladie génétique la plus répandue dans le monde, touche environ 3000 naissances chaque année. Plus de 50 millions de personnes sont porteuses du trait drépanocytaire, ce qui signifie qu'elles peuvent transmettre la maladie à leurs enfants. La majorité des cas se trouvent en Afrique subsaharienne, où la maladie représente un enjeu majeur de santé publique. Le dépistage néonatal est systématique dans les pays comme en France pour les nouveau-nés issus de familles à risque, permettent une prise en charge précoce et une amélioration de l'espérance de vie. Chaque année, de nombreuses actions sont organisées à travers le monde pour marquer cet événement. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a organisé un atelier de sensibilisation à l'intention des agents de l'État civil et du secteur de la santé de Massina, ainsi que à des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des organisations de la société civile. Cette rencontre portait sur l'approche basée sur les droits humains et la gestion numérique de la base des données de l'enregistrement des naissances à l'état civil. C'est un reportage signé Dieu merci Diaka. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de transformation digitale visant à atteindre les objectifs de développement durable par la dématérialisation du processus d'enregistrement des naissances dans la commune de Massina, choisie comme zone pilote. À cet effet, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a mis en place une plateforme numérique dédiée à l'enregistrement des naissances qui sera expérimentée à Massina. Lors de son intervention, Anne-Marie Dongui, directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a insisté sur l'importance que les Nations Unies accordent à la digitalisation du processus d'enregistrement des naissances dans le cadre de leur programme Identification pour tous. Comme vous le savez, l'enregistrement de tous les enfants à l'état civil et la délivrance des actes de naissance à tous les enfants constituent un défi pour bon nombre de pays, dont la RDC. Selon l'enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples de 2018, 40% des enfants de 0 à 5 ans sont enregistrés à l'état civil et à peine 13% disposent de leur acte de naissance. Pour sa part, Françoise Mirindi Makeba, directrice de la population au ministère de l'Intérieur, a déploré que seulement 32% des enfants de moins de 5 ans en RDC disposent d'un acte de naissance, alors même que la loi permet aux parents de déclarer gratuitement leurs enfants à l'état civil dans les 3 mois suivant la naissance. En effet, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 7, et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à son article 6, l'enfant a droit à l'enregistrement dès sa naissance à un nom et à une nationalité. À noter qu'un nombre considérable d'enfants congolais, notamment dans certaines provinces, ne sont pas enregistrés à l'état civil, ce qui les prive d'une identité légale et de l'accès à leurs droits fondamentaux. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants séjourne dans le Grand Équateur dans le cadre de la redynamisation des FARDC. Guy Kabombo est invité pour la cause échanger avec les militaires et leur hiérarchie sur divers sujets, notamment à la réhabilitation du centre pénitentiaire de Angenga. Le patron de la Défense a également conféré avec les autorités coutumières de ce coin de la République démocratique du Congo. Suivez. Ali Salah, chef-lieu de la province de la Mongala, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présidé le comité provincial de sécurité en présence de différentes autorités locales.
Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la reconstruction et la redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo dans la vision chère du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un séjour qui permet au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, de s'enquérir des réalités actuelles de terrain afin de proposer des réponses plus adaptées. Gikabombo Mwadinvita s'est rendu par la suite au centre pénitentiaire militaire de Angenga où il a échangé avec les militaires commis à la sécurisation de cet établissement pénitentiaire. Il s'est également imprégné des conditions d'incarcération des détenus et des différentes difficultés relatives à la gestion de ce centre pénitentiaire censé être hautement sécurisé. Le projet de réhabilitation et de l'élargissement de sa capacité d'accueil, traînant les pas, Maître Gikabombo Mwadinvita a réuni Manu Militari, les ingénieurs et l'entreprise commise à l'exécution des travaux et a donné des directives claires pour une mise en œuvre dans un délai imparti. Accordant une place de choix au pouvoir traditionnel, le vice-premier ministre de la Défense nationale a échangé avec les chefs coutumiers venus à sa rencontre dans une démarche de cohésion sociale et de prise de décision communautaire. Poursuivant son itinérance dans le Grand Équateur, Gikabombo Mwadinvita et sa suite se sont envolés à destination de Gemena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi. Lutte contre l'insécurité à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga. Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire nouvellement nommé, est déterminé à lutter contre ce phénomène pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans la nuit du 17 au 18 juin, le commissariat provincial de la police a déjoué une tentative de cambriolage par des hommes armés. Suivez. Heureux du travail du commissariat provincial de la police qui a déjoué la tentative de cambriolage par des hommes armés à Lubumbashi, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a suivi de près cette situation où ces malfrats sont venus de Fungurume dans la province du Lualaba et qui avaient tenté de s'organiser pour s'introduire dans une banque de la place. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a annoncé l'ouverture d'une enquête pour dénicher tous ces malfaiteurs qui tentent de déstabiliser la province. Cette menace est intervenue quelques heures après que Blaise Kilimbalimba ait effectué une ronde dans différents quartiers réputés criminogènes de la ville de Lubumbashi. La méthode de la musala il faut qu'il y ait la terrain de la réalité. Face à la réalité, on a déjà la golf. Autant la quartier nyonso wana. On a kukutana na population, kukutana na ba chef ya quartier, on a kuyeba lolenge kani batu baza kusala insécurité koki kouta wapi to batu yango baza kusala ngo ndenge nini to kamata bango to tia bango esika na bango. Blaise Kilimbalimba a apporté son réconfort, bien accueilli par les familles traumatisées par le cas de cambriolage. Moi j'ai été visité, moi j'habite de l'autre côté, j'ai été visité il y a quelques temps. On a volé la batterie du véhicule, des rétroviseurs, mais les policiers ne sont pas venus. Parce que c'était très stressant déjà pour nous en tant que locataires ou dans cette maison. Mais nous sommes très rassurés par leur présence et nous espérons seulement avoir un résultat favorable. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a appelé la population au calme et a rassuré que le dispositif sécuritaire a été renforcé sur toute l'étendue de sa juridiction. Convocation ce vendredi 20 juin 2025 de la plénière à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Objectif renouveler la présidence de cette haute juridiction du pays à l'issue d'un vote à huis clos. Dans une correspondance adressée au président de la République, la Cour annonce la tenue de cette élection conformément à l'article 9 de sa loi organique du 15 octobre 2013.
À Boma, dans le Congo central, les archives coloniales et post-coloniales se dégradent lentement à faute des conditions de conservation adéquates à ces documents précieux pour comprendre l'histoire administrative du pays sont actuellement menacés par le temps, l'humidité et le manque de moyens. Le bureau des archives de la mairie tire la sonnette d'alarme et plaide pour la numérisation, comme nous le dit Megui Kabembo. Dans la province du Congo central, à l'ouest de la République démocratique du Congo, est une ville chargée d'histoire, berceau de l'administration coloniale en République démocratique du Congo. C'est ici que reposent, dans le couloir silencieux de la mairie, des fragments oubliés du passé du pays, des pages jaunies, des registres abîmés par le temps, témoins d'une époque où la ville de Boma était le centre névralgique du pouvoir colonial. Aujourd'hui, ces archives précieuses pour la mémoire nationale sont en sursis. Conservées tant bien que mal, elles sont menacées par la chaleur, l'humidité, le rongeur et surtout le manque de moyens techniques. Faute de numérisation, ces patrimoines risquent de disparaître à jamais. Au cœur de ces défis, les bureaux des archives de la mairie de Boma. Ici, on conserve le document officiel de la période coloniale et post-coloniale. Les défis auxquels nous sommes butés ici, c'est d'abord les moyens matériels. Dès que ces moyens-là pouvaient encore revenir, parce qu'avant qu'on puisse faire tout ce que nous avons fait ici, ça demandait beaucoup de moyens. Mais le travail reste encore énorme pour finaliser. Ces constats trouvent un écho chez le conservateur du patrimoine, Joël Yimbi, conservateur au Musée national de Boma, déplore non seulement l'état de dégradation avancée des archives, mais aussi le manque de vision pour le préserver. Sincèrement, très déçu. Notre pays, pratiquement, nous ne comprenons absolument rien. Parce que si vous allez même au niveau de la commune d'Enzadi, il y a des archives à un état de délabrement très avancé. Or, ce sont des archives qui constituent les poumons de notre pays. À noter que la ville de Boma, ville pionnière, l'histoire se meurt à petit feu, enfermée dans des sacs, oubliée dans des containers. Et pourtant, c'est ici que se jouaient encore les enjeux de mémoire, de culture et de transmission. Sans une action rapide, une partie de notre passé risque de tomber dans l'oubli. Numériser, conserver, transmettre, voilà les mots d'ordre pour sauver ce qui reste du socle historique de la RDC. Les tricycles s'imposent aujourd'hui comme un véritable moyen de transport en commun dans la capitale congolaise, dans certaines communes de la ville de Kinshasa, notamment Ngaliema et Mongafula. Ces motos Gizi, comme on les appelle ici à Kinshasa, ont changé les quotidiens des habitants. Megui Kabembo, encore une fois, pour ce reportage. Longtemps utilisé pour le transport de marchandises, le tricycle s'impose aujourd'hui comme un véritable moyen de transport, en commun à Kinshasa. Dans certaines communes dans la capitale, notamment Ngaliema et Mongafula, à l'ouest et sud-ouest de la capitale congolaise, ces motos Gizi, comme on les appelle ici, ont changé le quotidien des habitants. Sur l'axe Pampage-Mboudi, le tricycle en conclut la route. Il contourne le taxi traditionnel et les embouteillages, se faufilant là où le véhicule classique ont du mal à passer. Pour beaucoup de conducteurs, c'est une opportunité économique. Dieu merci, Mambaya est l'un d'eux. Il a troqué son ancien taxi contre un tricycle qu'il juge plus rentable. Ils ont un avantage pour les gars attaquer. Ils ont un avantage pour ce qu'on a simé au bombe quand même 10 personnes. Ok na bango comme si bango na suka pe au compter bon bomoni penda au se retrouver. Na tongo nde penda au bout les arabiens. Tongo au bout les arabiens moi ils ont moi les na pas quoi sous donc bat. En revanche, pour les usagers, le tricycle est devenu une option de choix, plus accessible, plus rapide dans certaines zones enclavées. Naso des moutons, bon naso des moutons wana tozana ba 3 chambres. Na 3 chambres c'est le code de la route. Normalement il faut que biso batu ya mbudu oyo to banda ko balukila na première chambre ya nasi ya so des moutons. Mais ceux qui tokoti na chambre wana bazo kanga biso. Et puis yami baleza ke za ba konsumo bo bazo ya nasi wana bazo kanga biso parce que tozo mema 5 personnes na moto. OK, même dans l'état yebi, na mikanda we ba l'état pesa
na biso tomemaka 5 personnes mais bango bazoyebisa biso mpona ke tobanda komema 3 personnes kaka na se mais imagine moto eza monene boye mais namema 3 personnes nakokisa versement air nini et puis nakoluka yanga mokolo nini. Critiqués pour leur instabilité, salués pour leur accessibilité, les tricycles s'imposent peu à peu comme une solution de mobilité pour les zones mal desservies. À Kinshasa, ces tendances reflètent une adaptation spontanée de la population aux réalités de terrain. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le texte de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, paraphé le 18 juin aux États-Unis sous l'égide de l'administration Trump. Ce texte comprend des dispositions, notamment le respect de l'intégrité territoriale, l'accès humanitaire et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. L'élection du président de la Cour constitutionnelle sera organisée le 20 juin dans des conditions prévues par les dispositions des articles 12 et 15 du règlement intérieur. À ce jour, le premier mandat de l'actuel président de la Cour constitutionnelle investi le 22 juin 2022 arrive à son terme. Le 19 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la drépanocytose, appelée aussi anémie falciforme. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Les statistiques sanitaires révèlent qu'environ plus de 300 000 naissances par an dans le monde sont concernées par cette maladie. Infiniment merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.